Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Si je vous dis Psychose d'Alfred Hitchcock, ou son dérivé, la série Bates Motel. Si je vous dis Bloody Face, saison 2 d'American Horror Story. Ou encore Massacre à la tronçonneuse, ça vous dit quelque chose? Si je vous disais que chaque personnage est inspiré d'une seule et même personne. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Nous sommes en août 1906, dans une petite ville du Wisconsin, à La Crosse. Edward Guin Bolivar voit le jour. Son père, George, et sa mère, Augusta, ont déjà un fils de 7 ans, son aîné, Henry. On pourrait croire qu'il s'agit d'une famille des plus normales, aimante et soudée, mais il n'en est rien. Après avoir eu un premier fils, donc Henry, Augusta priait pour avoir cette fois-ci une fille. Mais ce fut Ed qui vit le jour. Elle en était arrivée au point où elle haïssait les hommes, d'ailleurs autant que les femmes. Elle élevait ses deux garçons de façon très stricte, avec un code moral des plus carrés, et leur faisait lire la Bible tous les jours. Il faut savoir que c'était une luthérienne totalement fanatique. Elle considérait les hommes comme des pécheurs lubriques et n'en pensait pas moins sur les femmes. À ses yeux, les femmes étaient, je cite, les récipients du péché et des créatures immorales. Elle espérait donc que ses deux fils fuiraient tout désir sexuel et ne prendraient pas le risque d'aller en enfer. En ce qui concerne son mari George, c'est un homme faible, qui plus est alcoolique. En réalité, Augusta le déteste. Elle passe son temps à le rabaisser, trouvant justement que c'est un mauvais travailleur, un mauvais père, un mauvais mari. Elle va le critiquer et le rabaisser continuellement, au point où George un jour va se rebeller et va commencer à battre sa femme. Augusta va se lancer dans des prières où elle demandera la mort de son cher mari et demandera même à ses deux fils d'en faire autant et de la rejoindre dans ses suppliques. Désireuse de gagner plus d'argent, Augusta va ouvrir un petit commerce dans le centre de la ville. Son épicerie ramènera suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de la famille, mais lui permettra surtout de mettre des sous de côté pour pouvoir quitter cette ville pour un endroit un peu plus rural. Et ce fut le cas en 1914 où elle prit la décision de vendre son épicerie et de filer à 9 km de Plainfield où elle achètera une ferme avec des tas d'hectares boisés autour. Je crois qu'il y a 80 hectares de terre. La ferme sera cernée par la forêt et des champs à perte de vue. Les garçons sont normalement scolarisés, du moins jusqu'à l'arrivée à la ferme, puisque Augusta décidera de sortir Henry de l'école et à l'âge de 13 ans, elle sortira également Ed, prétextant avoir besoin en fait de ces deux garçons pour l'aider à la ferme. À l'école, durant sa courte période scolaire, Ed est un enfant moyen, un élève moyen, qui par contre excelle dans la lecture. Il est très doué et se réfugie régulièrement dans des magazines et des romans d'aventure. Il n'a pas d'amis et quand il souhaite s'en faire, de toute façon, sa chère mère le lui interdit. Par contre, à l'école, il est énormément critiqué par ses camarades
qui le trouve déjà trop timide, trop renfermé sur lui-même, mais aussi un petit peu efféminé. Malgré toutes les réprimandes de sa mère, Ed la considère comme la bonté incarnée. En ce qui concerne son frère, Henry, il l'admire, le considère comme un bon travailleur et surtout un homme à fort caractère. Finalement, après moult prières, le père Bolivar, George, finit par décéder d'une crise cardiaque en 1940. Là, les deux hommes, Ed et Henry, décident d'aider financièrement leur mère et se trouvent des petits boulots, notamment comme homme à tout faire. En revanche, Ed préférera faire du babysitting car il est tout simplement beaucoup plus à l'aise avec les enfants qu'avec les adultes. Très rapidement, Henry s'inquiète de la relation qu'il y a entre son petit frère Ed et leur mère. Il va donc énormément critiquer cette relation qui pour lui est plutôt malsaine et va tout simplement vexer et énerver son petit frère. Ce sera peut-être la cause de la mort d'Henry. Un jour où il tente d'éteindre un feu de broussailles, Ed et Henry se séparent pour attaquer le feu dans deux directions différentes. Finalement, les pompiers finissent par arriver, éteindront le feu à la nuit tombée. Sauf que Ed commence à s'inquiéter, il ne retrouve pas son frère. Il appelle donc la police qui organise une battue et le corps sans vie d'Henry est retrouvé. Seulement voilà, les causes, les circonstances de son décès sont un peu intrigantes. Il est retrouvé face contre terre sur un sol terreux dans une zone calcinée. Sauf qu'il ne présente aucune brûlure sur le corps. Au départ, on pensera à une crise cardiaque. Mais en inspectant davantage le corps, on verra de nombreuses ecchymoses au niveau de sa tête. Désireux d'échapper à un procès coûteux et à une enquête qui ne mènera à rien, le coroner conclura donc que le décès d'Henry est dû à une asphyxie par rapport aux fumées de l'incendie. On n'accusera évidemment pas le timide Ed. La vie continue paisiblement à la ferme jusqu'en 1945 où, après une suite de crises cardiaques, Augusta trouve la mort. C'est à ce moment-là que la vie de Ed, âgé alors de 39 ans, bascule. Totalement anéanti, Ed se retrouve pour la première fois totalement seul. Il n'a plus son père, il n'a plus son frère et surtout, il n'a plus sa mère. Il va continuer de vivre de ses petits boulots et touchera rapidement une aide de l'État. Jusque-là, on se dit que tout peut bien aller. Mais non, il va prendre la décision de sceller toutes les pièces de la maison que sa chère mère fréquentait le plus souvent. Il va considérer les objets qu'elle utilisait comme des reliques sacrées et ne gardera ouverte que la cuisine et une petite chambre attenante. Il ira même beaucoup plus loin. Il ira réciter des incantations sur sa tombe, espérant la ramener parmi les vivants. Lentement, Ed bascule dans la psychose et se découvre une fascination pour les femmes. Ces femmes que sa mère l'obligeait à fuir. Ayant un esprit clairement tordu, Ed va accumuler les journaux et les ouvrages concernant les atrocités commises par les nazis. Mais ce n'est pas tout. Il se passionne pour les rites mortuaires anciens, pour l'anatomie, mais aussi pour la pornographie. Pour ajouter un peu plus de macabre à son quotidien, il faut savoir que Ed lit le journal local, mais plus précisément la revue nécrologique.
C'est comme ça qu'il apprendra le décès et l'enterrement d'une femme qu'il connaissait un petit peu, qu'il côtoyait de temps en temps, et qui est enterrée au cimetière pas très loin de la tombe de sa mère. Ce sera la première femme qui l'exhumera afin d'étancher sa soif de découverte sexuelle. Sombrant totalement dans la folie, il exhumera des corps, les éventrera, les dépecera, il tannera leur peau et en fera même des costumes qu'il portera. Il faut savoir que Ed se demande régulièrement ce que ça fait d'être une femme, d'avoir des seins et un vagin. Loin d'être un monstre aux yeux des gens de la ville, il reçoit régulièrement de la visite, principalement la visite des jeunes garçons qu'il lui arrive de garder. Sans la moindre honte et sans la moindre peur, il va leur montrer différentes têtes réduites. Les têtes réduites, donc, qui sont tout simplement les têtes d'origine de personnes qu'il aura exhumées. Les garçons ne se poseront pas plus de questions puisque Ed, à certains, leur dira qu'il s'agit en fait de souvenirs de pays africains, etc. En revanche, les garçons, ce qu'ils vont faire, c'est en parler. Ils vont en parler à leurs parents et camarades de classe. Et il faut savoir que, tout simplement, personne ne les prendra au sérieux. À partir de 1947, la ville fait face à une vague mystérieuse de disparitions. Tout d'abord, une fillette de 8 ans, Georgia, disparaît sur le chemin de l'école. Puis en 1952, 2 hommes, allant boire un verre à une taverne avant d'aller chasser le cerf, vont disparaître mystérieusement. En 1953, une jeune fille de 15 ans, Evelyn Hartley, est censée faire du babysitting. Son père, n'ayant pas de nouvelles de sa fille, décide de se déplacer chez l'habitant. Là, il va trouver, non loin de la porte d'entrée, une chaussure appartenant à sa fille ainsi que ses lunettes. Il va faire le tour de la maison, toutes les portes sont fermées, toutes les fenêtres également, sauf une, la fenêtre de la cave, où justement il y a des traces de sang. Il va regarder par la fenêtre et va apercevoir des traces de lutte, mais aussi la deuxième chaussure de sa fille. Il appelle la police, qui se déplace aussitôt et qui feront d'autres découvertes, notamment du sang dans l'herbe, mais aussi une trace de main ensanglantée sur la maison des voisins. Ce n'est que quelques jours plus tard que les vêtements d'Evelyn seront retrouvés au bord de la route. En 1954, c'est au tour de Mary Hogan, une tenancière de taverne, de disparaître. Sur les lieux de sa disparition, d'ailleurs, on retrouvera une cartouche de balle. Un jour où Ed discute avec son voisin, le sujet Mary Hogan vient sur le tapis. Et le voisin, qui avait remarqué que Ed avait un petit penchant pour Mary, commence un petit peu à le taquiner. Il lui dit tout simplement que s'il avait fait le premier pas et lui avait demandé un rendez-vous par exemple, Mary n'aurait pas disparu et serait avec lui en ce moment même. Et là, devinez ce que répond Ed. Il lui dit « Mais elle n'est pas nulle part, elle est à la ferme avec moi ». Son voisin pensera tout simplement qu'il plaisantait et passera à autre chose. 3 ans plus tard, c'est au tour de Bernice Warden, une méthodiste de 58 ans, de disparaître. Sur les lieux, dans sa propre boutique, une cartouche de balle est retrouvée, du sang également sur le comptoir et sur le sol, mais une chose est différente par rapport à Mary dans sa taverne, c'est que la caisse enregistreuse manque à l'appel. Dans cette petite ville quasi déserte, il y a peu de témoins, mais le fils de Bernice, qui se trouve également être adjoint du shérif, témoignera avoir vu donc la veille de sa disparition, avoir vu Ed discuter avec Bernice, l'inviter pour un petit rendez-vous galant, mais Bernice aurait refusé.
Un autre témoin également se fait connaître, un homme qui mettait de l'essence à la station-service juste en face de la boutique, dit avoir aperçu Ed tournant bizarrement autour de la boutique justement à l'heure de la disparition de Bernice. La police décide de se rendre à la ferme de Bolivar, mais ne le trouvant pas, ils partent donc à sa recherche. Ils finiront par mettre la main sur lui au centre-ville. Ils vont le questionner, lui poser énormément de questions et il se trouve qu'il y aura énormément de contradictions dans ces différents récits. Sans hésitation, la police décide de l'arrêter et de retourner aussitôt à la ferme. La nuit est tombée et il n'y a pas l'électricité à la ferme Bolivar. La police va donc commencer à fouiller chaque pièce de la maison et vont découvrir principalement des pièces fermées, poussiéreuses, incroyablement rangées. Toutes les pièces de la maison, sauf la cuisine et ce qui ressemble à une chambre. Des conserves vides, des magazines pornographiques, des détritus, des tas de choses pourrissent directement sur le sol. L'odeur apparemment est insoutenable. Dans la cuisine, le shérif fait une découverte des plus macabres. Une carcasse humaine est pendue par les pieds, décapitée, éventrée et vidée de ses entrailles. On apprendra plus tard qu'il s'agit du corps de Bernice. Je ne vous mets pas la photo prise par la police ou peut-être les journalistes, je ne sais pas. Car vraiment, elle est trash, je ne veux pas choquer tout le monde. Vous pouvez évidemment trouver les photos sur Google. Finalement, les enquêteurs vont faire venir un générateur et brancheront de très nombreux éclairages, persuadés qu'ils trouveront de nombreuses horreurs sur le terrain. Et ce sera le cas. Un bol étrange se révèle être le bas d'un crâne humain. Des abat-jours, des rideaux et même un fauteuil sont confectionnés à base de peau humaine. Ce n'est pas tout, on va retrouver également une ceinture faite de mamelons ainsi que des gants en peau humaine également. Le lit, quant à lui, est décoré de plusieurs crânes humains. Dans une boîte à chaussures, ils vont retrouver des sexes féminins desséchés ainsi que des têtes réduites et 4 nez. Pour couronner le tout, les enquêteurs vont retrouver la tête de Bernice ainsi que la tête desséchée de Marie. Mais ce n'est pas tout, ils vont également retrouver le cœur de Bernice dans un sac plastique et ses entrailles posées un peu plus loin. Finalement, ils vont mettre la main sur un costume réalisé intégralement avec des peaux humaines. Ce n'est que le lendemain que Ed avouera les faits et expliquera comment avoir trouvé et s'être procuré les morceaux humains. Il va dire être dans un état second le jour donc du meurtre de Bernice, ne se souvenant que de très peu de détails. Il va expliquer comment avoir choisi les corps à exhumer, notamment donc en fait des corps de femmes qu'il connaissait avant. C'est ce qui l'aura poussé à les exhumer, elle en particulier. Le 18 novembre, il est finalement inculpé pour vol à main armée, tout simplement parce qu'il a volé la caisse enregistreuse de Bernice. D'ailleurs, il va expliquer cet acte, se justifiant en disant vouloir observer le mécanisme de la machine. Au final, Ed niera toutes les accusations de meurtre et va se murer dans le silence. Ce n'est que lors d'un énième interrogatoire où il va avoir droit à un détecteur de mensonges que Ed va avouer les faits, meurtre et rituel. Finalement, il plaidera la démence et sera envoyé à l'hôpital central pour les fous criminels de Waupun. Sans grande surprise, on le jugera
diminuée et schizophrène. Durant tous ces examens psychologiques, les enquêteurs poursuivent leurs recherches et vont faire la découverte d'une dizaine de corps de femmes sur la propriété. Les policiers tenteront d'inculper Ed pour les disparitions passées, mais faute de preuves, il ne sera inculpé que pour le meurtre de Bernice et celui de Marie. Ed deviendra le cas le plus documenté de nécrophilie, de travestissement, mais aussi de fétichisme. Il décédera en 84 à l'âge de 78 ans d'une insuffisance respiratoire et sera enterré au cimetière de Plainfield près de sa chère mère. Il faut savoir que la pierre tombale sera régulièrement vandalisée et donc sera transportée dans un musée. Pourquoi un musée? Tout simplement parce que à l'époque des faits, une société se passionne vraiment pour ce qui s'est déroulé dans cette ferme. Ils vont notamment faire payer une entrée, un droit d'entrée, 50 cents, aux visiteurs désireux de découvrir un petit peu toutes ces reliques en peau humaine. Un tourisme un peu spécial se crée donc au sein de la ville de Plainfield et les habitants commencent à voir un petit peu d'un mauvais œil toute cette histoire. C'est peut-être d'ailleurs eux qui mettront le feu à la ferme Bolivar. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve tous les dimanches à la même heure pour de nouvelles histoires plus passionnantes les unes que les autres. N'hésitez pas à me laisser en commentaire d'ailleurs vos avis, à me laisser un petit pouce bleu, ça me fait énormément plaisir, et puis à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. Je vous dis à très vite. Bye!